Bonjour à tous. Le problème technique étant réglé, on va pouvoir démarrer cette conférence sur les utopies dans le comics. Et j'ai la chance d'avoir... Vous m'entendez bien ou en double? Oui, très bien. Et j'ai la chance d'avoir des experts en la matière, puisque j'ai Jean-Marc Lenné, ici. Vous pouvez d'ailleurs trouver un de ses ouvrages super-héros ici. Alors, petite question, est-ce que ton nouvel ouvrage, Temps X, est arrivé? À ma connaissance, non. Donc vous pouvez trouver son ouvrage super-héros, mais pas Temps X. Qui doit être perdu dans une faille spatio-temporelle. Ce qui est assez cohérent avec les Et Jean-Pierre Dionnet, alors est-ce que j'ai besoin de le présenter? Je ne sais pas. Donc c'est Métal Hurlant, c'est beaucoup de BD et le pilier de la pop culture en France. Et enfin Alex Nikolavitch, qui est scénariste et traducteur de comics. Si vous avez lu en VF V for Vendetta, The Boys ou encore Batman, vous avez lu les traductions d'Alex. Voilà. Déjà merci. Et on va attaquer le vif du sujet. Je pense que je ne vais pas définir les utopies. Si vous êtes là depuis hier, voilà, vous l'avez entendu 10 fois. Y a-t-il dans l'univers du comics, qui a une liberté de création assez immense, des utopies qui vous ont marqué, ne serait-ce que par leur vision du monde, de la société ou même de l'humanité? Jean-Marc, tu commences? Eh oui, je crois que t'es... Ouais, c'est la question redoutable, parce qu'en fait... si on considère que le comics est dominé par les super-héros depuis quelques décennies, le principe du super-héros, c'est de tenter de résoudre, d'apporter des solutions à des problèmes. Et si de l'autre côté, on estime que l'utopie, c'est déjà la résolution des problèmes, on a une petite contradiction dans les termes. Mais une contradiction qui, à son tour, se résout par certains récits, où les super-héros décident d'être beaucoup plus interventionnistes et de créer une utopie. Alors, le principe dramatique du genre super-héros voudra que leur tentative ne fonctionne pas. Je pense notamment à une série qui s'appelle Squadron Supreme des années 85-86 chez Marvel, où en fait on est sur une terre alternative où des super-héros qui sont en gros les décalques de la Ligue de Justice, donc un décalque de Superman, de Batman, etc. Après une grande crise mondiale, décident de prendre les choses en main, estimant que le pouvoir politique n'a pas été compétent et de résoudre la misère, la famine, voilà. Et bien sûr, au début, ça se passe pas trop mal, on construit des trucs, et puis il y a deux pistes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, héros ou vilains, donc qui vont s'opposer à eux, et eux, pour maintenir leur projet, vont aller très loin dans l'intervention, on va dire. Donc, bon, si vous ne l'avez pas lu, je ne vais pas vous dévoiler le truc, mais c'est un petit peu une mini-série de 12 numéros qui est intervenue au milieu des années 80, à un moment où la bande dessinée grand public, donc américaine, donc de super-héros, connaissait énormément de transformations, où les auteurs s'intéressaient aux conséquences possibles de l'existence des super-héros dans le monde, donc soit en créant de nouveaux personnages, soit en donnant des versions alternatives de personnages existants, je pense au Dark Knight de Miller. Et là, c'était super pratique parce qu'on avait des personnages qui étaient des icônes, des archétypes, qui existaient déjà dans l'univers Marvel, mais qui ne se situaient pas sur la même terre. Donc, grande liberté possible. Parce que l'une des contraintes des super-héros, c'est qu'il y a une continuité. Et donc, à partir de là, il y a une continuité qui se place dans un univers qui ressemble au nôtre. Et c'est pour ça qu'assez souvent, le président des États-Unis, c'est le président que nous, on connaît. Donc ça permet, c'est un frein pour créer ou pour détruire des utopies. Donc là, c'est un bon exemple. Et c'est un bon exemple aussi chronologiquement, parce qu'à partir de ces années 80, le genre va exploser pour des tas de raisons, notamment techniques, c'est-à-dire qu'il y a des petits éditeurs qui vont grossir, qui vont faire de la concurrence à Marvel et DC, qui vont proposer d'autres choses, qui vont aussi proposer des conditions financières intéressantes aux auteurs, et le catalogue va se développer dans les années 90, dans les années 2000, et on va commencer à parler à sortir en gros
de la dialectique Marvel d'ici, c'est-à-dire d'un côté Spider-Man, de l'autre côté Superman, avec d'autres personnages. Et une autre série, et après je passerai la parole au collègue, une autre série qui me semble intéressante, ça s'appelle Ex Machina. C'est une série des années 2000, vraiment post-11 septembre, où en fait un super-héros, assez classique, un peu à la mode Rocketeer, il peut voler, il a des gadgets, tout ça. Au moment du 11 septembre, il est arrivé trop tard, il n'a pas pu arrêter le deuxième avion. Et donc c'est dans un New York où il n'y a qu'une tour qui s'est effondrée, et là, il tient le discours inverse de celui qu'on a dans Squadron Supreme. Il se dit, en tant que super-héros, j'ai échoué, mais en tant qu'homme politique, je réussirai peut-être. Il se présente à la mairie de New York et il l'emporte. Et ça, c'est la fin du premier épisode. Et là, en fait, il essaye de construire une utopie politique en se disant ça n'a pas marché. Donc, on va essayer de construire quelque chose. Et la série parle de plein de choses, parle de l'art, parle des graffitis, parle de la pauvreté, parle de l'homosexualité, parle de... Voilà. Et en fait, il y a un balancement entre 86, on va dire, et puis, Ex Machina, je me souviens plus, je crois que c'est 2002-2003, il y a un balancement comme ça, où tout le spectre de la bande dessinée américaine grand public, dite de super-héros, couvre ce rapport à l'utopie, mais pas réaliser l'utopie que l'on tente de construire, avec les échecs que l'on peut imaginer. Ce qui correspond bien à l'utopie, puisque c'est un idéal vers lequel on tend, mais qu'on n'atteint jamais. Et en général, dans les récits où on commence par une utopie, elle s'effrite extrêmement vite. Donc, alors toi, Jean-Pierre, est-ce qu'il y a une utopie qui t'a marqué? Alors, j'allais dire en complément, en post-scriptum de notre camarade, je dirais qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a très bien dit la difficulté qu'il y a à bâtir des personnages nouveaux et qui résolvent des situations utopiques ou dystopiques et autres, c'est quand Warren Ellis décide l'autoritarisme du groupe qui s'appelle Authority. Donc là c'est clair, il faut notre bien en dépit de notre gré. Et puis à côté il fait le Planetary, où là c'est plutôt des personnages messianiques qui apparaissent progressivement. Et ce qui est marrant, c'est qu'au même moment, il y a au Japon 20th Century Boys, qui est presque la même idée. C'est-à-dire que se dire, est-ce qu'il ne peut pas surgir des personnages qui vont presque être, oui, des messies pour cette période à venir. Mais moi, bon, là-dessus, je pourrais remonter, redescendre et tout. Pour moi, tout a été dit par quelqu'un qui, on peut résumer le comic book, c'est Kirby. Parce que, bon, Kirby est aigri par ses expériences à Marvel, il va partir chez DC, il va faire The Force World. En fait, c'est l'aboutissement de choses qu'il a commencé avec Joe Simon avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, dans Thor, il y a Thor of Asgard qui raconte, en gros, l'histoire de Ragnarok, de la fin des dieux nordiques. Il va chez Marvel faire un truc qui s'appelle The Eternals, les Éternels, où là aussi, ce sont des espèces de personnages dessus, mi-divins. Et puis, comme il en a marre de ne pas toucher les droits, de ne pas récupérer ses planches, il va partir chez DC Comics pour faire ce qu'il appelle The Force World. Et là, il va choisir le après Ragnarok des dieux nordiques, il va choisir de reprendre un peu les Éternels, et il va mettre en route simultanément, pratiquement, 4 magazines mensuels. Alors, ils n'arriveront pas à être tous mensuels. Alors, il commence avec Jimmy Olsen, le copain de Superman, c'est assez curieux. Il enchaîne avec New Gods et Forever People, et il rajoutera Mister Miracle, qui est un espèce de roi de l'évasion, basé sur Jim Steranko, le dessinateur. Et il y a donc 2 mondes. Il y a New Genesis, parce que ces dieux ont tous été ensemble et à un moment ils se sont séparés. Alors il y a ceux qui ont choisi New Genesis, monde merveilleux, idyllique et parfait, et puis il y a ceux qui ont choisi Apocalypse, c'est-à-dire un monde autoritaire, violent, dur et tout, mais ils sont de la même famille. Alors, évidemment, ils vont se heurter, évidemment, ça va mal se passer, ils vont rendre visite aux terriens. Et là, ça explique l'insuccès de la série, qui graphiquement est tombée par terre,
c'est que quand il était encore avec Stanley, dont on peut penser ce qu'on veut, Stanley apportait un élément humain. Il aimait bien les histoires de cœur et tout. Un jour, j'ai surpris une conversation entre Jack Kirby et Stanley qui avait fermé la porte. J'étais chez Marvel et je entendais Kirby qui parlait. Et puis Stanley qui disait yes, that's good, that's great, that's wonderful. Et quand la porte s'est ouverte, Stanley lui a dit mais n'oublie pas la fiancée aveugle de la chose. Et bien ça c'est la porte de Stanley. Le côté cœur, le côté humain. Et ça Kirby tout seul, il n'y arrive pas. Alors, sa grande tétralogie va virer en eau de boudin. Elle va se réduire, elle va s'arrêter, elle va revenir sous la forme d'un truc qui s'appelle Hunger Gods. En fait, il voulait tuer ses héros. Et bon, bah ça, vous n'allez pas dire aux gens de DC ou de Marvel, on va tuer les héros. Hein. Donc, il va échouer. Mais ce qui me fascine là-dedans, c'est que pour moi, l'utopie, j'ai pas une foi absolue en l'humanité. Hein. Je suis un anarchiste qui croit que l'anarchie ne peut pas marcher, parce qu'il y aura toujours des luttes de pouvoir. C'est absolu. C'est une conférence sur l'espoir. Voilà. Et je dirais que lui, il voulait tuer les héros, donc on empêche de les tuer, ils vont venir. Ils vont donner le départ à plein d'autres trucs comme American Gods et autres qui sont en quelque sorte à nouveau la déclinaison de ces hommes qui s'appellent plus dieux que super-héros, qui eux aussi essayent de résoudre le problème, qui eux aussi n'y arrivent pas. Mais je trouve que chez Kirby, à un moment précis, quand il dit c'est super d'avoir le monde de l'utopie, un monde de fleuves, de rivières, et de champs de blé, mais il y a forcément à côté un monde d'usines torrides avec des esclaves et tout, parce que je pense que les deux sont indissociables, qu'il faudrait être plus que naïf pour croire que l'ensemble de l'humanité va aller vers une utopie positive. Je pense que l'équilibre, on est presque taoïste là-dessus, je le serai de mon point de vue, je suis un taoïste non pratiquant depuis que je suis venu en Chine. Ici ça ne marche pas, puis en plus l'éducation catholique ça n'arrange rien. Je pense vraiment que utopie et dystopie sont totalement complémentaires et que l'un ne va pas sans l'autre. Alors évidemment, il vaut mieux être dans l'utopie, évidemment la lutte entre les deux sera éternelle, évidemment elle ne se résoudra jamais, parce que c'est aussi, soyons taoïstes, le noir et le blanc, l'ordre et le chaos. Donc, un Chinois vous répondra très simplement, il vous dira mais ça c'est normal, c'est l'équilibre entre l'intelligence et l'instinct, c'est l'équilibre tout simplement entre le noir et le blanc, et il faut rester au milieu. Alors nous, avec notre vision occidentale, américaine, puis anglo-saxonne, parce que les Anglais vont s'ajouter beaucoup, nous, on voudrait bien du noir et blanc, on voudrait bien avoir les chapeaux blancs et les chapeaux noirs des westerns, que ça soit clair, et effectivement, on préférerait vraiment que ça aille vers l'utopie. Moi aussi. Sauf que j'y crois pas. Alors quand j'ai l'utopie et son opposé, en gros le ciel et l'enfer, en gros Lucifer, ange de lumière, qui prend le camp opposé, là j'y crois. C'est-à-dire je continue à croire qu'il est possible, sous quelle forme je n'ai aucune idée, si c'est en dissolvant les sociétés existantes et en faisant des petites régions autogérées. Je dis là-dedans, il y aura des fous furieux qui vont faire de la région, et on voit le cas, ça arrive, des choses horribles. Il y en a d'autres où ça va se passer très bien. Ok, je crois que le réel aurait tendance à me dire que, en fait, on va vers un gouvernement mondial qui existe déjà industriellement et qui, on va dire, Éric Ambloch, qui aurait l'espionnage, disait dans Je suis un espion en 1937, une guerre arrive, ça sera une guerre entre les nations, et un personnage lui répond, tu es fou, ce sera une guerre entre les industriels. Il a raison. Et pendant la guerre, le plus bel exemple, c'est Krupp, le plus grand fabricant d'acier du monde, qui en Suède expédie tout l'acier dont ont besoin les Américains quand ils rentrent en guerre, et qui en même temps fournit les Allemands en acier. Je crois que nous sommes à cette ère industrielle où les gouvernements
ne sont plus que des marionnettes, un espèce de petits shows télé très marrants et tout, mais que ce sont ces sociétés géantes, comme Monsanto et Bayer, qui a inventé le xylon B, rappelons-le, et qui a eu une amende de 500 000 $, s'associent. Il suffirait que la souris Disney, qui finira par gouverner le monde, s'associe avec eux, et il serait la gouvernance mondiale. Je pense qu'ils le sont déjà, mais ils n'ont peut-être pas envie de l'ajouter. Alors, il faut continuer à rêver d'utopie. Personnellement, je crois que c'est un rêve, mais je pense que même si c'est dans le monde imaginaire, c'est bien de la vivre comme une utopie, et puis c'est bien d'essayer de le faire peut-être à une micro-échelle, autour de soi, déjà, et peut-être qu'il y aurait un effet de contagion. Je continue à y croire, c'est-à-dire que des petits groupes, des connaissances, des gens comme celui que j'ai croisé ce matin, qui m'a expliqué ce qu'il avait transmis à ses enfants et tout, je pense que les îlots de résistance sont nombreux. Alors, les îlots de résistance, souvent, ils ne votent pas, ils ne suivent pas la politique. Donc, on ne les voit pas, ils sont invisibles. Mais ils existent, ils sont plus nombreux qu'on croit. C'est pas pour ça qu'ils vont aller voter, non pas pour X, mais contre Y. Souvent, ils disparaissent du paysage politique. Moi, je n'ai pas la solution. Je suis dans un monde où je ne veux plus savoir ce qui se passe dans le monde réel, pour la plupart du temps, parce que je vois bien qu'on est en train de me faire une propagande Staffel modifiée en disant tous les jours la même chose jusqu'à ce que je le croie. Je pense que faire un pas sur le côté et décider que peut-être c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, je m'en fous. Je dis pas que c'est bien, parce que Stefan Zweig lui-même disait « Je me suis mis en dehors du réel et parfois, il doit approcher la guerre, je le regrette. » Moi, je ne regrette pas d'avoir fait un pas sur le côté, de continuer à croire que c'est possible, de savoir que ça ne l'est peut-être pas. Ce qu'a disait Fitzgerald, savoir que les choses ne peuvent pas changer, mais être décidé cependant à les changer. Ce que Yves Montand avait écrit au-dessus de sa porte. C'est un peu naïf, et c'est pas naïf du tout. Mais je pense que tu as raison, en fait. Je reviens sur les comics, mais l'imaginaire, ça permet de rêver un monde meilleur, et dans la situation qu'on vit depuis 2-3 ans, là, on en a besoin, et même si parfois les utopies de comics, en fait, tout le temps, elles foirent, au moins ça nous permet de réfléchir sur pourquoi elles ne fonctionnent pas, et là où je te rejoins, c'est qu'effectivement la SF le fait aussi. Souvent le problème c'est la gouvernance mondiale et l'aspect mondial. C'est-à-dire quand on veut gérer tout le bonheur de la planète, en fait ça ne marche pas. Et pourtant, dans les récits, les super-héros, évidemment que c'est rare qu'ils soient qu'à l'échelle du quartier. Enfin, par Spider-Man, et encore depuis le MCU, il agit à grande échelle. La plupart du temps, les héros de comics, ils sont assez nationaux, en tout cas américains, ou soviétiques quand on lit Redson, mais ils sont nationaux. Pour revenir sur les utopies, alors Alex, toi, la tienne. Alors, je vais d'abord faire un petit pas de côté, rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur l'utopie est quelque chose qui est en construction, c'est une direction à atteindre. Dans les comics, il y a un personnage qui est vraiment construit comme ça. Alors, beaucoup de gens ne le comprennent pas, mais quand on parle de Superman, souvent les gens disent Superman, il est un peu trop lisse, il est trop gentil, il est trop puissant. Voilà. Et la force de Superman, et souvent d'ailleurs quand il apparaît dans les séries d'autres personnages, c'est qu'il est posé par les autres super-héros de l'univers dans lequel il opère comme modèle. Il est le modèle de bonté à atteindre, en fait. Et dans les meilleures histoires, le personnage est construit comme ça. Donc il a une dimension utopique, et qu'il avait déjà pour ses auteurs, parce que Superman, à la base, c'est le rêve américain incarné pour ses auteurs qui étaient de famille d'immigration juive. Et donc on a un personnage qui s'appelle Kal-El, qui arrive aux États-Unis, qui va prendre une identité américaine avec le costard, le chapeau, un vrai métier, etc. Et un petit peu mettre sous le boisseau son identité, mais qu'il ne nie pas pour autant. Mais il va se fondre dans la masse. Donc il y a ce côté, cette dimension utopique des États-Unis, qui avait le rêve américain et les États-Unis au départ. Ensuite, pour rebondir, tu parlais de The Authority, et ce qui est intéressant dans The Authority, c'est que c'est effectivement des super-héros très interventionnistes, très puissants, qui commencent effectivement à défoncer des états voyous et des choses comme ça. Et à un moment donné, Warren Ellis, donc, qui est un turbo-gauchiste à la base, cède la place à d'autres auteurs,
Donc il y a Mark Millar qui a un côté plus, une dimension plus sale gosse, j'aime bien tout casser, qui va reprendre la série. Et surtout, il va y avoir un moment, une maxi-série qui s'appelle Authority Revolution, où là, pour le coup, les personnages ont décidé de frapper un grand coup. Ils ont viré le président américain du bureau ovale suite à des turpitudes et commencent à reformater la société américaine. Et forcément, il y a, alors, je disais que Ellis était quelqu'un de plutôt marqué à gauche. L'auteur de cette série-là, Ed Brubaker, est un peu plus conservateur. C'est pas quelqu'un de très très conservateur, mais qui est déjà, fils de militaire. Enfin, il est dans une approche un peu France, plus. Il serait classé à droite. Ouais. Mais qui est plus, qui est effectivement plus à droite qu'Ellis. De toute façon, ça c'est une évidence. Et qui va démontrer que le truc ne marche pas, parce qu'il y a toujours cette distinction entre la conquête du pouvoir, le fait d'être une force de proposition, et puis la gestion des affaires courantes. Et assez rapidement, mettre en place le recyclage dans la société américaine, qui n'est pas forcément, l'Amérique profonde n'est pas forcément pas forcément une conscience très écologique, et avec des résistances, les industries qui luttent contre. Ce qui finit que exactement comme dans Squadron Suprême, que tu l'écrivais, même chose, étant acculés, les héros doivent être plus durs et mettre en place des mesures plus coercitives. Et à partir du moment où ça se met en place, c'est un peu le drame de toute révolution qui doit savoir s'arrêter à un moment, c'est que si ça dérape vers la coercition, vers la répression, le système ne fonctionne plus et les bonnes intentions de départ se retrouvent noyées dans le truc. Donc c'est toujours le problème de l'utopie dans les comics. Et surtout, les comics sont une œuvre collective. C'est-à-dire qu'on a des auteurs majeurs, tu parlais de Kirby tout à l'heure, ou des gens qui ont une vision claire. Le problème, c'est que ces gens-là sont pas éternels et les séries est dures. Superman et Batman sont publiés sans discontinuer depuis plus de 80 ans. Donc on a des auteurs... il n'y a rien de commun. Alors, ils ont travaillé ensemble et ils s'entendaient très bien, mais entre Denis O'Neill, qui a disparu récemment, et Chuck Dixon, c'est pas des gens qui ont les mêmes options politiques, qui ont la même vision du monde. Quand ils écrivent tous les deux Batman, ça donne un Batman très différent. Donc, il y a ces effets de retour de balancier perpétuel qui font que le comics en soi ne peut pas tenir sur la longueur un discours utopique franc. Après, je vais sortir une série dont on n'a pas encore parlé, qui est en cours de publication, qui est une série du début des années 80 et qui est en cours de publication française. Et gros plaisir, je me retrouve à la traduire, et c'est une série que je suis depuis cette époque-là, qui s'appelle Nexus, alors qui est un super-héros un peu particulier, parce qu'on est dans le futur, c'est un space opéra, mais c'est un personnage qui... une sorte d'exécuteur cosmique qui va défoncer des dictateurs, des meurtriers de masse, des choses comme ça, au nom d'une justice extraterrestre. C'est un peu le régulateur en BD franco-belge. Un petit peu. Et le truc, c'est que ce faisant, dans une galaxie qui est très vaste, où il y a des conflits politiques à grande échelle, entre une partie de la galaxie qui est sous influence plus ou moins soviétique, le truc date des années 80, et une autre plus libérale américaine, il se retrouve déjà pris accusé d'être parti pris par un camp ou un autre. Si la moitié de la galaxie lui déclare la guerre, il se retrouve avec un sérieux souci sur les bras, même s'il est extrêmement puissant. Et surtout, au fur et à mesure de ses aventures, il ramasse des réfugiés. C'est-à-dire que quand il peut aller défoncer le dictateur d'une planète, oui, mais du coup, la technostructure de cette planète s'effondre. On a vécu ça encore récemment en Irak, en Libye, et ce genre de choses. Supprimer le dictateur ne suffit pas. Il faut aussi construire derrière. Et lui, c'est pas son boulot. Il est au pouvoir d'une espèce de puissance extraterrestre qui lui désigne des cibles, et il n'est pas là pour faire le ménage derrière. Donc, le seul truc qu'il puisse faire, c'est sur les lunes isolées où il vit, ramener des réfugiés. Et d'un coup, quand il y en a 30, 40, c'est des gens qui se connaissent tous, qui fonctionnent, qui ont un leader qui est le héros Nexus, donc tout va bien. Quand ça commence à se chiffrer en milliers, en dizaines de milliers, et que parfois Nexus est porté disparu à l'autre bout de la galaxie, ces gens-là doivent s'organiser. Et là, la série dépasse du coup cette note d'intention initiale de raconter les aventures d'un exécuteur. C'est qu'en filigrane, en tâche de fond, sur des épisodes et des épisodes, on a la construction de cette micro-société. Qui recrée une civilisation. Exactement, et surtout des gens qui ont souffert énormément de ce qu'ils ont vécu, et qui vont tenter de construire une société plus ou moins idéale. Sauf que ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui
ont fui une dictature d'extrême droite vont plutôt pencher à gauche dans ce qu'ils vont tenter de construire, et inversement, des gens qui fuient le système soviétique vont essayer de créer une société plus libérale. On se retrouve avec ces lignes de tension-là, avec le besoin de créer une technocratie pour pouvoir gérer les choses, et petit à petit, bah oui, il crée une société qui, elle se voulait utopique au départ, mais finit forcément par se normaliser. C'est-à-dire qu'il y a ce que tu disais, le réel nous rattrape toujours. On a beau essayer de le fuir, il finit par nous mordre les fesses. Et tu as raison sur un point, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui est très très marrant dans cette série-là, c'est qu'à un moment, comme Nexus est parti, on ne sait pas où, il y a ceux qui disent qu'il faudrait que Nexus revienne pour remettre de l'ordre, et il y a ceux qui disent heureusement qu'il n'y a plus Nexus, parce que nous, on va mettre de l'ordre. Et dans ces années-là, il y a une série qui est aussi un peu prophétique, et qu'il est vraiment, alors que lui-même dit non, pas du tout, c'est American Flag, où le héros découvre, et on le voit souvent, on nomme trop sur des écrans télé, il découvre le pouvoir des médias. C'est-à-dire que les histoires se passent souvent dans l'écran de télé. Donc il découvre qu'il a un vrai pouvoir de super-héros, mais qu'en utilisant les médias, il le multiplie par 10. Et il est le premier super-héros qui se dit le médium est le message. Il est le premier super-héros à se dire plus je passe à la télé, plus mes interventions, qui jusqu'à présent étaient quelque chose qu'on surprenait parfois chez Superman ou ailleurs, mais ils n'aimaient pas ça. Lui, il joue avec les médias. Donc ça fait un personnage formidable, qui est souvent donc, en plan télé. Et là aussi, on se dit, oui, n'oublions pas que se sont rajoutés les vérités et les mensonges médiatiques qui n'ont pas augmenté avec le temps. Hein. La dernière personne qui a fait un journal positif, c'était Marcel Dassault, qui avait fait le Jour de France, si vous voulez, des bonnes nouvelles. Il en vendait depuis, on sait, j'ai fait l'école de journalisme, on nous dit, les bonnes nouvelles, ça ne vend pas. Donc, il faut nous trouver des catastrophes. Si elles sont grosses, c'est super, mais il faudrait qu'on sache où le pays où ça s'est passé déjà. Oui, il ne faut pas que ce soit trop inconnu, il ne faut pas que ce soit trop connu. Voilà. Il faut attiser mais il vaut mieux se pencher, je ne sais plus quel grand homme a dit ça, sur un malheur individuel terrible où on peut identifier la personne qui a été tuée, que sur un génocide, car, comme l'a dit je ne sais plus qui, c'est Staline. Un homme tué, c'est un fait historique. Une peuplade décimée, c'est des statistiques. C'est terrifiant, mais c'est vrai. Un exemple type, on parle encore beaucoup régulièrement du petit Grégory, on ne parle plus du tout du Biafra. Non, voilà. Alors qu'on est d'accord, il y a un mec. Alors j'aimerais basculer vers une utopie de l'humain. Plus, quand j'ai reçu le thème de la table ronde, moi j'ai pensé à House of X. Et j'ai pensé aux mutants, parce que c'est une vraie réflexion sur la place des gens dans la société. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que le mutant, quand même... Les mutants, surtout les mutants tels que Marvel l'a développé depuis 500 ans. Ça ne rajeunit pas. Non, ça ne rajeunit personne. C'est un thème qui est intéressant parce il peut se greffer à des tas d'autres thèmes sociaux. Au départ, c'était une métaphore de l'adolescence et de l'enseignement et donc de la rentrée dans la société. C'est très vite, au bout d'une vingtaine d'épisodes, et parmi les derniers épisodes de Kirby, c'est très vite devenu une métaphore du racisme avec les robots sentinelles qui traquent les mutants comme on peut traquer des gens de couleur ou des gens d'une autre sexualité, etc. Avec la période clairement des années 80, c'est devenu une métaphore de la puberté, donc de la sexualité, et puis c'est les années SIDA, donc avec le personnage de Rogue, Malicia en français, c'est aussi une métaphore de la maladie, de la contagion, et de la manière de mettre de côté les malades. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu aussi une métaphore du militantisme politique au sens large. Alors ça a commencé dans les années 2000 avec 2005-2010 avec le moment où le professeur Xavier se retrouve avec deux héritiers et deux interprétations de son rêve de cohabitation pacifique. D'un côté, on reprend l'école, on la refonde, on prend d'autres étudiants et puis on gonfle le truc. Et de l'autre côté, on fonde
une communauté dans la rade de San Francisco et qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et c'est d'ailleurs, alors j'ai pas très bien suivi la période récente supervisée par Hickman, mais apparemment ça me semble être la tendance communautariste qui l'a emporté d'un point de vue éditorial. Et donc en fait le thème du mutant, il a couvert des tas de et sans éliminer en plus les thèmes, c'est-à-dire qu'on a encore le thème de la jeunesse, on a encore le thème de la puberté, le thème du sexe, le thème du racisme, etc., etc. On a tout ça, ça s'est accumulé, et le tout nappé d'une grosse couche de politique, et avec cette volonté de créer un monde idéal pour les mutants. Oui. Et je trouve que ça apporte une idée intéressante, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'une utopie? On pourrait peut-être proposer une définition. L'utopie, c'est le monde où on a réglé tous les problèmes pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on rentre dans cette utopie, nous on est externe, on est étranger, on passe la frontière, on rentre et on se dit, bah tiens, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus d'inégalité, etc., etc. Mais est-ce que c'est une utopie qui est acceptée par tout le monde? Est-ce que tout le monde est content de vivre là-dedans? Et il n'y a pas, même les bons systèmes politiques, il n'y a pas un système politique qui reçoit l'unanimité. Il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Même si le système est très bien, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Et ensuite, se pose la question du pouvoir, c'est-à-dire que Alex parlait de l'échelle des communautés. Quand on est 30 personnes ou quand on est 30 000, c'est pas la même chose. Là, si on a une société qui se compte en millions, en milliards, eh ben, c'est pas les milliards de personnes qui ont bossé ensemble. Il y a des gens qui ont pris des décisions. Et au bout d'un certain temps, se pose la question de savoir est-ce que cette utopie n'a pas été créée par une élite qui a résolu tous les problèmes et qui, du coup, a imposé le modèle de force. Et là, je ferai un petit retour en arrière, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des comics des années 80 jusqu'à maintenant, où en fait, on a beaucoup d'éditeurs, on a beaucoup de versions alternatives des personnages connus, on a beaucoup de personnages nouveaux, mais avant, on avait grosso modo, à part quelques petits éditeurs qui naissaient, qui disparaissaient, on avait Marvel et DC. Marvel et DC n'avaient pas encore inventé les Elseworlds et les What If et les machins comme ça, qui permettaient de décliner leurs personnages. Donc ils avaient de temps en temps une séance, un épisode de rêve où Lois Lane a des pouvoirs et pas Superman, etc. Mais grosso modo, on avait toujours la même version du personnage. Donc on était dans cette situation où on ne pouvait pas créer une utopie parce qu'on avait toujours cette version-là. Donc on allait voir des univers alternatifs du futur ou du présent. Alors le présent, par exemple, on avait une Terre où c'était les hommes qui dominaient. C'est pas la réalité, ça plus. Mais en fait, c'était une terre qui fonctionnait, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y avait pas de pauvreté, il y avait juste une inégalité. Les hommes décidaient, les femmes ne décidaient pas. Mais tout le monde mangeait à sa faim, tout le monde avait du boulot, etc. Dans l'autre sens, dans Fantastic Four, on avait la terre d'où venait Sandra, c'était les femmes qui dominaient et les hommes qui obéissaient. Et pareil, on avait quelque part un régime utopique, mais qui était imposé par une partie de la population à l'ensemble de la population. Il était utopique pour la moitié de la population voilà. Et dystopique pour l'autre. Ça pose la question de qu'est-ce qu'une utopie? Est-ce qu'une utopie, c'est dans l'esprit de tout le monde, ou est-ce qu'une utopie, c'est dans l'esprit des décideurs? C'est la vraie question pour les mutants, puisqu'effectivement, quand ils essaient de créer une communauté où eux sont bien, elle se fait à l'écart du reste du monde. Il n'y a pas de vivre ensemble avec les autres humains positif. À chaque fois, ça ne marche pas, ils cassent un plaisir. En même temps, il y aurait dû vivre ensemble, les épisodes seraient beaucoup plus... Alors, on est d'accord, s'il n'y a pas de drama, il n'y a pas d'histoire. Oui, mais l'utopie, faut quand même pas oublier que c'est Sir Thomas More, qui est anglais. Ça s'exporte en Amérique assez facilement, mais on est donc dans un monde anglo-saxon. Et je me souviens d'avoir parlé longuement de la notion d'utopie avec des Chinois, pour qui ça semble être une aberration. Par exemple, un Chinois à qui on dit comme le maoïsme ça a été dur, ils disent oui, mais ça a duré 50 ans.
Ok. Le Moyen-Âge, ils disent, mais nous, le Moyen-Âge, il a eu 2000 ans avant. Ils disent, dans la durée, il y a des hauts et des bas. Il vaut mieux être dans le haut que dans le bas, mais le bas ne dure pas. Il sera remplacé par un haut et tout ça est éternel. Dans un pays, quand même, qui pense d'une manière tellement opposée à nous, qu'il y a un seul mot pour dire droit et devoir, ce qui change totalement la manière de penser. Donc l'utopie, c'est vraiment une idée occidentale, c'est une idée américaine. Ce qui est marrant, par exemple, c'est que si vous prenez la bande dessinée européenne ou le comic book, quand on montre des terres dévastées, que ce soit Kamandi, Kirby et autres, c'est quand même la lutte pour la vie du Far West. Ok. En France, quand vous prenez De Ribes, Claude Auclair, Michel Crespin, c'est un retour à la nature qui se passe en réalité, à part quelques bandes organisées dont il faut se débarrasser, plutôt bien. Curieusement, en Amérique, le retour à la terre, non, ça leur rappelle mes souvenirs, ça leur rappelle la guerre entre les fermiers et les grands propriétaires, ça leur rappelle presque la guerre de sécession. Donc, retourner à la nature pour eux, à part Thoreau, qui avait quand même 300 lecteurs, ça veut dire revenir à la cruauté d'un moment précis, en gros, porte du paradis, on va dire. Une des raisons pour lesquelles le film n'a pas marché, c'est qu'il a coûté trop cher, qu'il a duré trop longtemps à faire, mais c'est que l'Amérique ne voulait absolument pas entendre parler de ce massacre des uns par les autres. L'Amérique peut être d'une hypocrisie sidérante, mais ce n'est pas l'hypocrisie. Moi, je prends toujours comme exemple, quand on dit « oui, les dangers de l'atome et tout, etc. », c'est quand même quelque chose qu'on savait et qu'on croyait. Quand toute une équipe de cinéma va tourner le film Gengis Khan sur un lieu où il y a eu la bombe atomique, que tout le monde attrape le cancer, et où le seul qui survit plus de 10 ans, qui va survivre 30 ans, c'est John Wayne, il croyait bien que c'était sans danger l'explosion atomique. Donc c'est un pays très étrange, l'Amérique. C'est un pays... ce n'est pas un pays si hypocrite qu'on le croit. C'est un pays adolescent. C'est un pays très adolescent, c'est-à-dire qu'il a encore la naïveté de l'enfance, mais il a déjà la mauvaise foi. Quand ils démolissent un immeuble sublime des années 20, comme l'immeuble Tesla que j'ai vu démolir, ils disent « oui, mais il était vieux ». Ah, ouais. Et nous, quand ils disent « vieux monde », c'est pas un compliment. Non. Du tout. C'est-à-dire, alors, il faut dire une chose qui me paraît la plus vitale, c'est que la bande dessinée américaine, jusqu'aux années 70-80, quand même, elle a cette naïveté américaine de « demain est un autre jour ». Même si ça va très mal aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y en est demain. Et puis à partir de 80, elle est gangrénée par l'arrivée des scénaristes anglais, qui sont beaucoup plus machiavéliques, qui sont beaucoup plus négatifs, qui sont beaucoup plus noirs. Il ne faut pas oublier que les Watchmen, quand ils naissent, au départ, c'est les héros de Charlton, créés par Steve Ditko, et quand il dit qu'il va tous les tuer, nous, on lui dit, bon, on va leur trouver un autre nom. Mais les Anglais arrivent et apportent un mauvais esprit, un esprit post-punk et autres, et ils disent que le roi est nu, que Superman peut être gros, certaines fois, parce qu'il a mangé des bornes de cacahuètes. C'est un épisode, ça m'avait beaucoup plu, je pensais à Elvis, bien sûr. Donc, il y a eu une espèce de déformation du comics. Et puis, moi, personnellement, j'estime avoir fait beaucoup de mal au comic book, parce que quand il y a eu V-Metal, il y a eu une génération comme Frank Miller, qui ont vu là-dedans une espèce de nouvelle voie graphique et de récit, et qui ont eux aussi tordu la chose. Et à la limite, je trouvais ça très très bien en France, mais je me souviens d'en avoir parlé avec notre brave Miller, je disais... Quand même, quand j'ai vu ça, Sin City et tout, il dit « Attendez, c'est votre faute ». Je dis « Ah non, c'est pas ma faute hein. ». Donc, on pourrait dire que, d'une part, le comic book s'est libéré d'un certain nombre de mythes américains via des imports visuels, parfois imports de texte, et d'un autre côté, le comic book, en l'état actuel, n'est plus, soyons clairs, qu'un espèce de supplément au film. Donc maintenant, aujourd'hui, le problème est que on
est là pour vendre des films, on veut bien vendre quelques comic books, souvent qui se vendent à 20 000, alors qu'ils se vendaient à 500 000 avant, et ils sont faits pour accompagner le film. Je reviens à Warren Ellis, il dit Planétaire, combien t'en vends? Il dit 20 000. Je dis putain, c'est pas beaucoup. Il dit ouais, mais je vendrais plus du recueil de tous les épisodes. Il dit par contre, j'ai fait un coup là, on en a vendu 1 million. Bah, c'était Iron Man, la BD, avant le film. Le prologue, oui, qui a bien marché, effectivement. Voilà, donc là, je dirais qu'il y a une dérédiction du comic book qui est due au fait que ce n'est plus un support privilégié, ni pour Disney, ni pour Warner, qu'il y a eu une contagion où effectivement tout ce qui est Matrix et autres, ça vient du comic book. Il y a une espèce de dispersion. La grande époque du comic book, elle a eu lieu, elle est passée. L'idée du mutant, je dirais, c'est pas qu'elle est passée, mais elle s'est banalisée. Combien sommes-nous dans cette salle à avoir muté, je veux dire, à avoir des yeux qui ont été remplacés par du cristal machin, à avoir du téflon dans un genou. C'est des mutations, tout ça. Le fait qu'on tolère beaucoup mieux la pollution, le fait que les gens aient grandi, ce que Arthur Clarke annonçait dès 1950 dans un livre qui s'appelait L'an 2000. Il disait les gens vont grandir d'ici la fin du siècle par un phénomène de girafisation pour dépasser les autres. Alors moi je suis pas d'accord avec Arthur C. Clarke, déjà ça n'a pas marché sur moi, hein, donc c'est absolument pas normal. Mais t'en penses quoi toi Alex de la mutation justement? Toi qui a réussi le pari d'Arthur C. Clarke. De toute façon, mutatis mutandis, hein, tout change tout le temps, ce qui ne change pas, ce qui ne mute pas est mort. Ça c'est de toute façon, le monde change, donc si on ne change pas avec, d'une façon ou d'une autre, en l'accompagnant ou en allant en contre, de toute façon, on se retrouve déclassé. Ce qui est d'ailleurs, quand on commence, parce que là on dit ouais l'an 2000, mais l'an 2000 c'est déjà il y a longtemps. Oui, c'est déjà le passé. D'ailleurs, peut-être dans la salle, il y a des gens qui n'étaient pas nés en 2000 ans. Oui, mais moi j'avais déjà un certain âge en l'an 2000, et donc des fois je ne comprends plus bien le monde dans lequel je vis, et je travaille beaucoup avec des jeunes, je donne des cours de bande dessinée à des jeunes, et pour moi c'est fabuleusement intéressant, parce que bon, je leur transmets ce que je connais du scénario, de la création de BD, et en même temps, je vois ce qui les fait fonctionner. Ce qui n'est pas les mêmes choses qui, voilà, et ça me permet de ne pas m'encrouter et de ne pas devenir un vieux con, parce que ça c'est toute la mutation qui me ferait très peur, ce serait de devenir un vieux con, qui ah c'était mieux avant, machin. Et même des choses, par exemple, pour rebondir sur ce que tu disais sur donc, House of X, et pour rebondir sur ce que tu disais sur les films, justement ce qui est intéressant dans House of X et les X-Men tels qu'ils se pratiquent dans les comics, c'est qu'en ce moment il n'y a pas de film X-Men. Et que du coup, ça donne aux auteurs une liberté totale de proposer énormément de choses, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'ai toujours des préventions sur ce que fait Hickman. Il y a des choses où il peut être extrêmement brillant, proposer des trucs fabuleux, des idées épatantes. Puis d'autres fois où je me dis, ok, là, ta mécanique scénaristique, tes astuces d'écriture, je les connais toutes, et bon, elles commencent à me fatiguer. Et en plus, je les trouve moisies pour certaines. Donc j'ai un rapport très ambivalent avec Jonathan Hickman, qui est capable de me faire pleurer dans Fantastic Four. Il y a un épisode où le Johnny Storm se sacrifie pour Ben Grimm, qui est un truc d'une émotion fabuleuse, alors que Hickman n'est pas un auteur très prompt à l'émotion dans son écriture. Et puis d'autres fois où je vois, ah bah là il y a vraiment un mécanisme d'horlogerie qui est en train de remonter avec application. Le problème c'est que je te vois venir. Donc j'ai toujours et sur X-Men, il y a ce facteur-là existe. Mais il est effectivement complètement libre, et c'est sa feuille de route, c'est, ok, les X-Men, ça ronronne, là, on n'a plus les films, on n'a pas on n'est plus prisonnier de l'image des personnages dans les films, donc on peut tout péter, on peut tout reconstruire, on peut faire un grand ravalement. Et il le fait. En profite, ça va pas durer longtemps. Oui, mais il y a encore un petit peu de temps, et de toute façon, lui, il s'est séparé des X-Men, là, ça y est, donc en laissant les petits camarades gérer le bazar. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, pour pouvoir créer leur utopie, les X-Men sont obligés de se couper du monde. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas vivre complètement, l'autarcie ne fonctionne pas, donc ils ont aussi besoin de leur belle utopie, où ils ont réussi à remettre tout le monde d'accord, même des personnages comme Mister Sinister, Apocalypse, Magneto, qui étaient des méchants, là, travaillent au bien commun parce qu'ils ont trouvé un terrain d'entente. Donc c'est intéressant, ça modifie complètement la dynamique de la série. Sauf que le monde autour, il y a des gens qui sont prêts à coopérer, à commercer avec l'État fondé par les X-Men, et puis d'autres qui sont déjà beaucoup plus inquiets là-dessus.
Ce qui fait que ce truc censément coupé du monde a besoin d'équipes d'intervention pour faire les boulots un peu, pour aller libérer des mutants prisonniers dans des geôles en Russie ou en Chine ou ailleurs, ont besoin de forces de propagande, ont besoin de... Et ce qui fait qu'en fait, ils ne sont jamais complètement coupés du monde. Pour que le truc fonctionne, il faut qu'il y ait quand même une interface. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui a été très bien développé par Hickman, parce qu'il y a cette mise en retrait pour faire fonctionner l'utopie est factice aussi. C'est-à-dire que le citoyen de base de l'île de Genosha n'a pas besoin de savoir que un tel et un tel sont sur un bateau en train de mener des opérations complètement louches, ou que les autres vont aller faire du commerce et s'acotiner avec des grandes boîtes ou des trucs comme ça et faire la danse du ventre pour pouvoir obtenir tel truc, tel truc, tel truc. Le citoyen de base n'a pas besoin de le savoir. Et là, à partir de là, l'utopie a du plomb dans l'aile. Il y a peut-être un endroit utopique alors qui fonctionne dans les comics, j'y pense, là, c'est une île un peu paumée avec des Amazones dessus. Parce que celle-là, pour le coup, elle est coupée du monde et elle fonctionne plutôt pas mal. Vous en pensez quoi? Alors, on rentre quand même dans ce qu'on disait, où le truc, il y a quand même une partie de la population qui est plus... Oui, ils sont pas très nombreux. Justement, ils ont été un peu éliminés, donc c'est toujours un petit peu inquiétant. Alors, j'imagine que pour les Amazones elles-mêmes, ça fonctionne très bien. Bon, moi, personnellement, je me sens peut-être, on ne va pas dire légèrement attaqué par le concept, mais... Je pensais, durant notre conversation, une autre utopie qui fonctionne dans l'univers Marvel, c'est le Wakanda. Oui. Ah oui. Bon, après, éditorialement, il repose sur une construction fantasmatique de l'Afrique par des juifs américains, new-yorkais, qui sentent bien qu'ils ne peuvent pas créer des personnages noirs utopiques en 1970 qui vivraient en Amérique. Donc on crée un super-héros noir, mais on le met en Afrique. Et dans ce cas-là, on crée une utopie. Ce qui est intéressant avec les différentes séries depuis les années 70, c'est que cette utopie est attaquée de plusieurs manières, soit en confrontant des gens extérieurs au pays, qui sont peut-être nés dans le pays, partis, revenus, ou qui sont carrément des étrangers, et qui viennent, par leur simple présence, mettre à mal l'équilibre politique et social. Depuis les années 2000, c'est des scénaristes qui vont explorer les rouages du fonctionnement politique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des opposants politiques, et pourquoi? Est-ce qu'ils veulent prendre le pouvoir? Est-ce qu'ils veulent changer les règles? Est-ce qu'ils veulent établir un contre-pouvoir? Parce que tiens, il n'y en a peut-être pas, parce que n'oublions pas que c'est une monarchie héréditaire, et qui repose en plus, en partie, les pouvoirs de la panthère reposent sur une drogue. Donc, il y a c'est moins utopique maintenant, dit comme ça. Une monarchie où le roi est drogué, c'est quand même... Oui, et puis c'est un truc hyper technologique. Tu as collectionné les micros, Non, c'est qu'il ne marche plus. Donc il va falloir faire tourner. Celui-là, d'ailleurs, je pense, il marche. Je vais le faire tourner. Mais voilà, il y a aussi l'aspect technologique. C'est-à-dire que la technologie est utilisée par une élite. Et même si l'élite a résolu tous les problèmes, d'égalité, d'emploi, de pollution, etc., ça pose au moins des questions. Et certains personnages tentent d'y répondre, notamment par la violence. Donc c'est intéressant, là, on a chez Marvel une utopie qui jusque-là a fonctionné, et dès qu'on commence à regarder, on dit tiens, ça grippe. Oui, mais d'un autre côté, je ne vais pas faire Jacques Bergier, mais je dirais que ce jeune homme qui intéressait bien El-Shai, qui était Buckminster Fuller, avec ses cités globes et tout, il disait ce que vous dites est très intéressant. Lui avait été voir chez les Dogons et ailleurs des ruines, et il disait l'architecture Dogon procède de la géométrie fractale. Ok. Et donc c'est une architecture qui a une vie plus longue et une forme précise, qui est à la fois utile, car plus agréable pour y vivre, et également utile car plus facile à construire, à maintenir et tout ça. Bon, moi on parle de géométrie fractale et d'Afrique. Bon, alors après on peut remonter à ce rideau Haggard, ce savoir ancien. De toute manière, les savoirs anciens perdus, on ne saura jamais, que ce soit Atlantide et autres, que ce soit les romans de Rideau Haggard, que ce soit tout ça, ces mystères des civilisations qui nous ont précédés. L'exemple le plus récent, c'est en l'an 900 en Égypte, la première
ogive gothique parfaite, qui est d'ailleurs souterraine, qui devient la plus belle cathédrale d'Andalousie 400 ans plus tard. À ce moment-là, on peut dire que le savoir scientifique qui nous fait avancer est musulman. Ça va être le règne de Suleiman le Magnifique, 100 ans de guerre, puis 200 ans de combinaison. Je suis persuadé qu'on a perdu en Afrique des choses. J'ai eu le regret de beaucoup fréquenter Jacques Bergier à la fin de sa vie pour un livre qui s'appelait Les Folies Bergier, qui était un recueil de toutes les photos bizarres qu'il avait trouvées. Dedans, il y avait beaucoup de ruines architecturales comme ça, c'était passionnant. Alors évidemment, il avait des obsessions, il disait pourquoi dans tel monument historique, quand on regarde le ciel, on voit les étoiles à l'envers. Il disait bah, c'est parce qu'elles sont faites pour être regardées par Dieu qui est au-dessus, pas par nous. Ok, why not? Pour d'autres, il disait regardez les plans qu'on a retrouvés de telles constructions chez les Zoulous, quand on regarde, c'est une assez bonne vision de la galaxie telle qu'on la connaît. Enfin, des pistes comme ça. Alors attention, la moitié, et il le savait de ce que disait Bergier, était vrai, la moitié était faux, et souvent il le faisait exprès. Hein. Il prenait un grand plaisir à lancer des canulars. Mais je pense que nous avons une connaissance extraordinairement parcellaire du passé. Je pense que, donc, quand tu parles du Wakanda, peut-être parce qu'il était très intéressé par tout ça, et je suis sûr qu'il adorait Mr. Fuller, le truc fractal, il l'a peut-être lu, et lui, les choses se déclenchaient comme ça. Je me souviens d'un jour d'une conversation où je lui ai parlé de Bachelard, qu'il ne connaissait pas, et il me dit « Ah oui, c'est intéressant. » Bah non, je l'ai fait. Les Fantastiques Four, l'eau, le feu. Ah ouais, mais donc il y a un type qui a théorisé ça. Et je l'ai fait. Donc il ne voyait pas la raison de le refaire. Et je pense que c'est pas qu'il n'y a plus de choses au ciel qu'on croyait, etc., etc. Je pense que c'est vrai. Je pense que nous attrapons des choses dans l'air, des choses anciennes, des choses nouvelles. Je crois vraiment que quelque part, en nous, nous avons des secrets générationnels qui se transmettent et aussi des secrets éternels qu'on récupère dans une espèce d'air collectif qui viennent de partout dans le monde, que tout d'un coup, la même histoire est écrite par 10 auteurs, à quelques lignes près, qu'il y a une espèce de chose, d'univers fantasmatique qui n'est pas nôtre, mais qu'on attrape. Alors souvent, ça peut foudroyer, hein, parce que ce qu'on attrape, des fois, c'est plus grand que nous. Moi, par exemple, je suis très étonné de voir que dans les comic books, depuis en gros la génération des cyborgs et tout, qui est en général assez méchant et assez destructeur et tout, le fait que l'intelligence artificielle actuellement puisse amener, pourquoi pas, des androïdes plus intelligents et plus sages que nous, ils ne l'abordent pas. On laisse ça à Elon Musk qui dit ouais, on aura besoin d'ouvriers pour aller sur Mars. Alors, je trouve que l'Amérique actuelle ne me plaît pas beaucoup. L'Amérique actuelle ne me plaît pas beaucoup. Bon, il n'y a pas de raison qu'elle me plaise, puisqu'elle vient chez moi me dire ce que je dois faire. Mais je trouve que pendant longtemps, alors c'est Simak qui disait on a un seul âge d'or, c'est 1900 à 1910, parce qu'on avait oublié les guerres de sécession, on avait oublié les guerres indiennes, et puis est arrivée la guerre mondiale, et puis on a eu le pire des faux âges d'or, ça a été le consumérisme des années 50. Ok. L'Amérique a eu du mal à en sortir, parce que quand on est sorti avec les BDIP et autres, et Joe Simon qui fait un président qui s'appelle Prez, qui aura 2 numéros, et quelle est sa principale qualité, c'est qu'il a 25 ans. Waouh! Au moins lui, c'est mieux que tous ces vieux jetons. Donc l'Amérique, elle a du mal avec elle-même. Quand on voit la manière dont il y a 20 ans ou 30 ans, un homme de gauche, un homme de droite, j'allais dire Gary Cooper et Hemingway, pouvaient passer la journée à s'entendre et à parler, maintenant essayer de faire... D'ailleurs, beaucoup moi je connais pas mal dans le Nevada et tout ça, des démocrates, des républicains avec des ranges de démons et tout, et plusieurs m'ont dit un truc, ils m'ont dit, avant notre voisin, qui a juste 100 000 hectares, moi j'en ai 200 000, on se parlait même si on n'était pas d'accord politiquement. Nos enfants ne se parlaient pas.
Et la division de la société, elle est consumée. Alors que nous, on s'arrangeait pour ne pas parler des sujets qui fâchent. On parlait de la récolte et tout ça. Je crois que l'Amérique est très très malade. Et un ami à moi me disait l'autre jour une chose terrible. Il me disait l'Amérique va très très mal, mais j'espère que ça va empirer. Comme ça, ils nous foutront la paix. Moi, j'ai peur que ça contamine plutôt l'Europe quand je vois justement que beaucoup de sujets sont devenus très touchy et que les gens n'arrivent plus à en discuter calmement. C'est-à-dire que si là on lançait quel est notre comics préféré, on serait probablement absolument pas d'accord les uns avec les autres et ce serait pas gênant. On pourrait aller boire un café derrière sans que ça change nos relations. Et aujourd'hui, je pense que c'est devenu très difficile et que si on devait rêver l'utopie, il faudrait déjà commencer par être capable de s'écouter et de s'entendre et ça, c'est pas gagné pour autant. Je propose, comme on n'a pas beaucoup de temps, de laisser le public vous poser des questions, parce que je pense qu'ils sont nombreux à être heureux de pouvoir être avec vous. Alors, je suis un peu en rate de micro, donc il va falloir parler fort si vous voulez poser des questions. Je vais juste ajouter un truc sur la fracture de la société. Je rappelle qu'on est en zone chocolatine, donc là j'ai fait l'effort de venir. Je suis désolée, on va devoir arrêter. Par contre, nos invités sont sur le salon, j'espère, pour encore une bonne partie de la journée. Donc, vous pouvez les retrouver en dédicace, vous pouvez venir discuter avec eux, n'hésitez pas. Et moi, je vais partir en courant car j'ai une table ronde sur le jeu vidéo, je suis attendue. Merci à tous. Merci.